Rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours le jeudi 10 février 2021 et je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, dans la partie qu'il consacre à Emmanuel Kant et l'idéalisme allemand. Je suis arrivé au chapitre 7, critique et appréciation. C'est un résumé de la philosophie et de la vie d'Emmanuel Kant et de l'idéalisme allemand. Écrit par Will Durant. Alors Will Durant, c'était un philosophe américain dont Wikipédia nous dit qu'il s'est battu pour l'égalité salariale entre les sexes, le droit de vote des femmes et pour de meilleures conditions de travail des salariés américains. Ne se contentant pas simplement d'écrire sur de nombreux sujets, il a également mis ses idées en pratique, avec pour objectif de rendre la philosophie accessible à tous. Il a œuvré pour la compréhension mutuelle entre les cultures, comme entre les individus. Autrement dit, c'était une âme extraordinaire. Et donc, je voulais lui rendre hommage. Et la façon dont il écrit, j'ai découvert ce livre que j'ai acheté par hasard sur un vide-grenier, et je me rends compte à quel point ce vulgarisateur de la philosophie aide la compréhension, et quelqu'un comme moi qui n'a fait aucune étude à comprendre, par exemple, la pensée de base d'Emmanuel Kant, que je ne pourrais pas déchiffrer à travers ses écrits. Voilà. Et donc, voilà, hommage à ce philosophe qui a écrit donc ce bouquin dans les années 30, je pense. Et il a écrit une histoire, je crois, de la culture que j'ai commandée sur Internet, d'ailleurs. Voilà. Donc, j'aurai peut-être l'occasion de continuer à réfléchir sur son travail. Alors, en fait, je découvre en même temps que je lis ce bouquin, et si ça stimule des réflexions en lien avec ma théorie, la théorie que je développe sur la mécanique universelle, mécaniqueuniverselle.net, et ben voilà, je pars dans des digressions, parfois un peu touffues, enfin un peu, et toujours très très mal exprimées, parce que c'est vraiment un problème pour moi d'arriver à m'exprimer correctement. Mais voilà, j'ai besoin de le faire, donc je le fais. Alors, je commence ma lecture. Critique et appréciation. Je suis arrivé au moment où c'est la critique et l'appréciation de Will Durant sur la philosophie de Kant. Donc, il amène son propre point de vue. Que dirons-nous maintenant, et que reste-t-il aujourd'hui de ce système compliqué de logique, de métaphysique, de psychologie, d'éthique et de politique, après les assauts et les tourments philosophiques de tout un siècle? Point d'interrogation. Nous sommes heureux de répondre qu'une bonne partie de ce grand œuvre subsiste encore, et que la philosophie critique représente un événement d'une importance permanente dans l'histoire de la pensée. Mais bien des détails, des à côté de l'édifice ont été ébranlés. Alors, dans ce que j'ai lu, j'ai fait une dizaine de 12 vidéos d'une trentaine de minutes sur les premières pages, sur sa théorie, etc. Et je pense que ce qui est vraiment important, la critique c'est une chose, et je pense que peut-être ça a évolué au cours du temps, c'est un petit peu, il y a peut-être des passages qui sont devenus obsolètes. Ce qui me semble vraiment résister, pour l'instant, là, dans ce que j'ai lu, c'est son esprit critique des religions, du côté négatif des religions, tout en gardant le côté positif, tout en gardant en fait la substance spirituelle, mais
il critique la, la façon de vouloir expliquer Dieu de façon rationnelle par de l'irrationnel. C'est un petit peu comme ça que je l'ai vu. Ensuite, ce qui me paraît essentiel dans sa philosophie, c'est qu'il a perçu l'évolution de l'humanité et sa destination vers sa perfection. C'est dit à demi-mot parce qu'il n'avait pas encore les moyens. Par exemple, Darwin n'était pas là. L'évolution de l'humanité, tout ce que les scientifiques nous ont éclairé depuis un siècle, même voilà, depuis quelques décennies, sur l'histoire de l'homme, sur son aventure, sur l'aventure humaine, tout cela m'a permis, par exemple, de pouvoir imaginer l'idée selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, la paix universelle, etc. L'humanité n'avait pas encore créé l'ONU, par exemple, qui est l'ONU, l'OMS, l'OMC, etc. Toutes les structures capables toutes les structures de base pour un fonctionnement universel. Donc il n'avait pas accès à tout cela à son époque. Maintenant, on a accès à ça. Mais par contre, intuitivement, il avait compris qu'il y avait cette évolution. Je vous renvoie à la vidéo précédente et aux 2 dernières vidéos, je pense, où je parle plus ou moins de ça. Donc il a compris cette aventure de façon intuitive. Et ça, c'est grandiose. Donc, dans cette philosophie. Il a également toute sa critique en lien avec son projet de paix perpétuelle est complètement valable aujourd'hui. Elle est complètement d'actualité. Il a compris tout le mécanisme, parce que c'est un mécanisme primaire, animal en fait, qui fait que des dominants se menacent et à la limite finissent par faire des guerres pour des raisons d'orgueil ou pour de la prédation. Tout cela, il a compris. Et c'est exactement ce qui se passe. Les dernières guerres qui ont été initiées dans les 4 dernières décennies, elles étaient liées à ça. Et celles d'avant, c'était pareil. C'était pour la prédation, c'était pour l'influence, c'était pour la domination, c'était par peur de l'autre société. La peur du communisme a engendré un tas de guerres, et la peur du capitalisme par les communistes a engendré un tas de guerres par comment dire, mon Dieu, en délégués, des guerres déléguées dans d'autres pays, etc. Voilà. Donc je continue. Nous sommes heureux de répondre qu'une bonne partie de ce grand œuvre subsiste encore et que la philosophie critique représente un événement d'une importance permanente dans l'histoire de la pensée. Je pense aussi en même temps, mais bien des détails des à côté de l'édifice ont été ébranlés. D'abord, l'espace n'est-il donc qu'une simple forme sensible, sans réalité objective, indépendante de la perception de l'esprit? Oui et non. Oui, parce que l'espace est un concept vide s'il n'est rempli d'objets perçus. L'espace signifie simplement que certains objets sont pour l'esprit qui les perçoit dans telle ou telle position, à telle ou telle distance par rapport à d'autres objets perçus. Et aucune perception externe n'est possible sauf d'objets dans l'espace. L'espace est donc certainement une forme nécessaire du sens externe. Et non, car sans aucun doute, tel fait dans l'espace, comme le circuit elliptique annuel de la Terre autour du Soleil, bien qu'ils ne puissent être constatés uniquement que par l'esprit, sont indépendants de toute espèce de perception. L'océan a roulé ses ondes bleues et profondes avant que Byron ne l'y ait invité, comme depuis sa mort.
l'espace n'est pas davantage une construction de l'esprit obtenue par la coordination de sensations non spatiales. Nous voyons l'espace directement par notre perception simultanée d'objets différents et de points divers, comme lorsque nous voyons un insecte traversant un fond immobile. Alors, je pense que tout cela devrait être laissé, la philosophie devrait laisser ça, en grande partie, aux physiciens, en fait. À son époque, c'était très important qu'ils prennent parti à ce niveau-là pour contester les visions de Berkeley et de Hume. Voilà, pour disons, les rassembler, pour éviter les antagonismes. C'était très important. Mais maintenant, à mon sens, la philosophie a un regard là-dessus, bien sûr. Elle doit avoir un regard sur la physique, sur la recherche physique et sur les découvertes physiques et l'utiliser pour sa propre réflexion. Mais, à mon sens, voilà, il faut laisser à la physique sa quête. Et donc, forcément, il y a des choses qui sont obsolètes. Alors, pareillement, le temps comme sens du passé ou du futur, ou comme mesure du mouvement, est naturellement subjectif et largement relatif. Mais un arbre croîtra, se flétrira et périra, que la durée du temps soit mesurée, perçue ou non. Donc, ce n'est pas l'homme qui fait la création, sous cet angle-là, sous cette vision-là. Et pour l'instant, c'est l'idée qu'on peut donner, mais rien ne dit que la réalité extérieure à un individu, à ce que pense un individu, est réellement extérieure à lui. Est-ce que c'est pas tout, puisque quoi qu'il arrive, tout est dans notre tête. Moi, le monde entier que je vois, il est dans ma tête uniquement, il n'est pas à l'extérieur. Donc, les arbres je sais, parce que j'en ai pris conscience, parce que parce qu'on m'a indiqué que les arbres grandissent, qu'ils ont grandi avant que j'arrive sur Terre et qui grandiront après moi, et que même si je ne regarde pas un arbre tomber, il existe quand même, mais il existe que dans ma tête encore. C'est que dans ma tête que je sais ça. Donc, pour l'instant, on n'a pas de moyen d'externaliser les choses. Même les sens, même tout ce que je touche qui me semble être extérieur, qui est extérieur, mais tout ça, c'est conçu dans ma tête. Tout ça, ça ne sort pas de ma tête. Voilà. Et donc, ça devra être réfléchi par la philosophie, par la pensée, par la physique, par les sciences. Les sciences devront confirmer le fait que oui, il existe quelque chose hors soi, hors de notre esprit. Voilà. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On cherche. Donc, mais c'est un travail secondaire, on va dire. C'est important, très important, mais c'est secondaire parce qu'on a pris comme fondement, comme base, que le monde extérieur existe, que les autres existent, la pensée d'autrui existe, la vie la vie extérieure telle que je la critique, telle que je l'analyse, ou telle que quelqu'un d'autre l'analyse, le regard qu'on porte sur moi, c'est bien extérieur, etc. On a besoin de penser en ces termes pour pouvoir construire l'humanité. Mais rien ne le démontre, pour l'instant. Donc, la vérité est que Kant était trop pressé de prouver la subjectivité de l'espace pour s'y réfugier à l'abri du matérialisme. Il redoutait, si l'espace était objectif et universel, d'entendre objecter qu'alors Dieu doit exister dans l'espace et qu'il doit être par conséquent étendu et matériel. Il aurait pu se contenter de cet idéalisme critique qui nous démontre
que toute réalité nous est connue premièrement comme sensation et idée. Le vieux renard eut les yeux plus grands que le ventre. Je pense, voilà, la critique de Will Durant me semble pertinente. Il aurait bien pu se contenter également de la relativité de la vérité scientifique, sans essayer d'atteindre à ce mirage l'absolu, Mais il était, à son époque, c'était nécessaire qu'il fasse ça. C'était tout à fait juste. Il est arrivé, voilà, on ne se trompe jamais en tant que philosophe, en tant que peintre contemporain. Voilà, un peintre contemporain, il est, quand il peint par rapport à l'histoire de l'art, eh ben, il amène une pierre supplémentaire, il doit travailler avec ce qui a été fait et aller un peu plus loin. C'est naturel, c'est comme ça, c'est le chemin des choses. Pareil pour la musique, pareil pour l'architecte, pareil. Voilà, dès qu'on est dans la création, la créativité, qu'elle soit philosophique ou autre, on doit porter une pierre à l'édifice et donc comprendre l'édifice qui nous a précédé, même très mal le comprendre comme moi et le comprendre schématiquement comme un charpentier par exemple, sans subtilité, mais il faut en comprendre à peu près les grandes lignes pour pouvoir apporter quelque chose de supplémentaire. Alors, des études récentes comme celle de Persson en Angleterre, de March en Allemagne, de Henri Poincaré en France, s'accordent plutôt avec Hume qu'avec Kant. Toute science, même la plus rigoureuse mathématique, est d'une vérité relative. La science, pour ce qui la concerne, ne s'embarrasse d'aucune inquiétude à ce sujet. Elle se contente d'un haut degré de probabilité. Petit 1 là. La persistance vitale de la théorie kantienne de la connaissance apparaît clairement dans l'adhésion complète qu'elle a rencontrée chez un savant aussi réaliste que feu Charles Steinmetz. Toutes les perceptions de nos sens sont limitées par le concept de temps et d'espace et s'y rattache Kant, le plus grand et le plus critique des philosophes, nie que le temps et l'espace soient le produit de l'expérience et montre que ce sont des catégories, des concepts dont notre esprit revêt les perceptions de nos sens. La physique moderne est arrivée à la même conclusion dans sa théorie de la relativité, à savoir que le temps absolu et l'espace absolu n'existent pas par eux-mêmes. Ils n'existent qu'autant qu'ils sont remplis d'objets ou d'événements, c'est-à-dire que ce sont des formes de la perception. Bon, là, tout ça, ça m'échappe un petit peu. Je comprends, mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, donc je m'y plonge pas complètement. Par contre, peut-être qu'un jour je devrais m'y pencher parce que c'est important, là, cette réalité, de comprendre cette réalité. Pour moi, je crois ce qu'on me dit, je crois que ce monde existe, que l'humanité est en évolution et avec ces petites données, je dis, bon ben voilà, nous étions des primates naturels, c'est ce que me dit la science, nous sommes des hommes constructeurs, c'est moi qui l'imagine, c'est-à-dire que nous construisons l'humanité, donc c'est pour ça que je nous appelle les hommes constructeurs, nous qui construisons l'humanité, et nous allons vers l'humain accompli qui n'aura plus besoin de construire l'humanité puisqu'elle sera achevée dans 1, 2, 3, 10, 100, 20 siècles, 30 siècles, je ne sais pas, peu importe. Mais on finira par, si Dieu veut, l'humanité finira par être entièrement achevée, unifiée, en paix, etc. Et donc, voilà mon travail. Je me base sur cette base. Mais par contre, c'est très important de chercher si la réalité existe, si cette pensée est juste, etc., etc. Tout ça, c'est important. Il aurait pu se contenter donc de cet idéalisme critique qui nous démontre que toute réalité nous est connue premièrement comme sensation et idée. Le vieux renard eut les yeux plus grands que la tête. Donc, peut-être bien après tout.
la connaissance nécessaire n'est-elle pas nécessaire? Alors, le grand mérite de Kant est d'avoir montré une fois pour toutes que le monde ne nous est connu que comme sensation et que l'esprit n'est nullement une simple et impuissante tabula rasa, l'inerte victime de la sensation, mais un agent positif qui sélectionne et reconstitue l'expérience au fur et à mesure qu'elle se produit. Nous pouvons faire quelques coupures dans son œuvre, sans nuire à son importance essentielle. Et voilà, c'est pour ça que j'aime bien lire Emmanuel Kant, grâce à des vulgarisateurs comme Will Durant. Nous pouvons sourire avec Schopenhauer de l'exacte douzaine de catégories que Kant a si gentiment disposées en triplé, allongées, rétrécies, interprétées de mille façons, déformées sans vergogne pour s'adapter à tout et tout encercler. Et nous pouvons même douter que ces catégories, ces formes interprétatives de la pensée soient innées et existent avant la sensation de l'expérience. Oui, on peut rire de ça, mais même Schopenhauer n'a pas eu l'idée de remettre Kant à son époque pour éviter d'en rire. Peut-être en est-il ainsi chez l'individu, comme le concédait Spencer, bien qu'elle soit acquise par la race et puis à nouveau acquise probablement par l'individu lui-même, les catégories peuvent être des avenues pour la pensée, des habitudes de la perception et de la conception qui se forment peu à peu par disposition automatique des sensations et des perceptions, d'abord de façon désordonnée, puis par une sorte de sélection naturelle de formes d'arrangement, de façon appropriée, ordonnée et féconde. Voilà. À l'époque, je l'ai lu plusieurs fois là, il parlait encore de race, donc chose qui est, que notre contemporanéité refuse de penser, et c'est très bien comme ça. C'est la mémoire qui classe et transforme les sensations en perceptions et les perceptions en idées. Mais la mémoire est une acquisition. Cette unité de l'esprit que Kant imagine naturelle, l'unité transcendantale de la perception, est une chose acquise. Et non par tous, on peut la perdre comme on peut l'acquérir dans l'amnésie, l'altération de la personnalité ou la folie. Les concepts sont un résultat, non un don. Voilà, donc il y a tout cet esprit critique qui est important. Mais il faut remettre en perspective tout cela. Le 19e siècle a plutôt malmené l'éthique de Kant avec sa théorie du sentiment moral absolu, inné a priori. Voilà, peut-être que, justement, voilà, par exemple, ce sentiment-là, cette partie-là me semble extrêmement juste, judicieuse. Le sentiment moral inné a priori, c'est ce que je démontre dans les premières vidéos que j'ai faites sur Kant. Donc les vidéos 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8 ou 9. Je ne sais plus lesquelles. En tout cas, cette idée, justement, moi, je ne la connaissais pas, mais elle corrobore ma pensée aussi, qui était de dire que la morale, notre morale, c'est ce que j'écris sur la mécanique universelle, notre morale, notre éthique, nos lois déclinent d'une morale de loi instinctive présente dans nos origines, lorsque nous étions animaux, chez les primates. Et elle découle d'une morale qui traverse tout le vivant, en se complexifiant de plus en plus, en montant dans le phénomène vivant, en partant de choses basiques, de lois basiques. Ces lois basiques se sont transformées et progressivement sont devenues des interdits innés, instinctifs chez l'animal qui arrête toute velléité, par exemple, quand le dominé fait acte de soumission, alors qu'il pourrait le torturer, le maltraiter, etc. Toutes ces lois-là se sont transformées, sont devenues nos lois. Nos lois déclinent de ça.
les lois qui font que les petits, chez les primates, ne maltraitent pas leurs parents, etc. Ce sont nos lois. C'est les premières lois données par le judaïsme à l'humanité. Eh ben, on peut les retrouver, je pense, toutes de façon innée dans le monde animal. Et donc, je pense qu'il avait raison. Elles sont a priori. Elles sont innées. Donc je continue. La philosophie de l'évolution suggéra de façon irrésistible que le sentiment du devoir est un apport social dans l'individu, que le contenu de la conscience s'acquiert, bien que la vague disposition à la conduite sociale soit innée. Voilà. Alors bien sûr que ça s'acquiert, bien sûr que c'est là, mais je pense que si on perdait si brutalement un groupe humain perdait l'usage de la parole et procrée quand même, etc., et se retrouve à vivre en pleine nature comme nos cousins primates. Voilà. Donc on n'a plus la parole. Quoi qu'il arrive, l'organisation morale serait à peu près identique, au moins à celle des animaux, mais à celle de l'humain, d'une certaine manière. Il y aurait une organisation comme ça, une morale et des conduites sociales qui seraient déjà, qui seraient présentes, quoi. Et le bébé, progressivement, il les adopterait, voilà, en grandissant, l'enfant adopterait toutes les conduites sociales qui sont là, mais qui viennent de quelque chose d'antérieur. C'est là où elle est innée. C'est là où ces choses sont innées. C'est pas inné. Voilà, un enfant à qui on ne parlerait pas, elle ne serait pas. Ses conduites sociales ne seraient pas. Ne viendraient pas de façon innée si on lui transmettait pas, évidemment. Mais ce qui est inné, c'est ce qui vient de notre origine. La personne morale, l'homme social, n'est pas une création spéciale, mystérieusement sortie de la main de Dieu, mais le produit tardif d'une évolution qui prend son temps. Les principes de la morale ne sont pas absolus. Ils constituent des règles de conduite combinées plus ou moins au hasard par la conservation du groupe et qui varient suivant sa nature et ses conditions. Eh bien, ça aussi, je le démontre, même si c'est un principe de conservation, même si c'est par économie d'énergie que le dominant primate ne tue pas le prétendant quand il fait acte de soumission après s'être battu, même si c'est par économie d'énergie, quoi qu'il arrive, cette loi, elle est dans le système du vivant depuis l'origine, et donc si on la fait remonter, elle était déjà potentiellement présente à la création de l'univers. On le sait que tout ce qui est présent dans l'univers était potentiellement présent dans l'univers, à l'origine de l'univers. Donc c'est déjà dans le principe créateur, c'est déjà au sein de Dieu. Et c'est pas pour rien que les religions disent Dieu c'est l'amour, la morale, etc. Il a déjà toute cette dimension. Dieu, que ça soit du vide ou voilà, il n'y a pas un buisson ardent ou autre chose. On n'a pas, on est perdu un petit peu, on s'est perdu avec ce genre de représentation et qui varie donc. Il constitue des règles de conduite combinées plus ou moins au hasard pour la conservation du groupe et qui varient suivant sa nature et ses conditions. Un peuple entouré d'ennemis, par exemple, considérera comme immoral cet individualisme remuant et plein de saveur qu'une nation jeune préservée par ses ressources et son isolement excusera comme un élément nécessaire à l'exploitation de ses richesses naturelles et à la formation du caractère national. Il parle des Américains. Là, oui, évidemment, bien sûr que c'est comme ça. Mais la base, elle remonte, la conduite des hommes, elle remonte à quelque chose qui est antérieur à l'humanité. Toutes nos règles remontent, ont leur origine, leur embryon, avant l'origine de l'humanité.
Aucune action n'est bonne en elle-même comme Kant le supposait. Sa jeunesse, si justement, là je ne suis pas d'accord alors avec lui. Sa jeunesse piétiste, sa vie austère, tout au devoir, presque sans plaisir, l'inclinèrent au moralisme. Il en vint à prôner le devoir pour le devoir et tomba de la sorte, à son insu, dans les bras de l'absolutisme prussien. Mais, oui, mais il fallait qu'il pose cela. Il fallait qu'il pose cette force. Il y a l'empreinte d'un austère calvinisme écossais dans cette opposition du devoir et du bonheur. Kant continue Luther et le stoïcisme de la Réforme, comme Voltaire continue Montaigne et la Renaissance épicurienne. Il représentait une sévère réaction contre l'égoïsme et l'hédonisme dans lequel Helvétius et D'Holbach avaient formulé la vie insouciante de leur époque. Et je fais la même chose. C'est clair, c'est évident que ma propre façon de vivre, on fait de moi une sorte de moraliste. À travers mes écrits, il y a cette morale. Mais c'est ce qui me permet de critiquer le système. Voilà, ma position, elle est là. Elle n'est pas juste, elle n'est pas plus juste que les hédonistes qui préconisent de s'enrichir et de pas penser aux autres, par exemple. Il faut, ma place est là, la leur est aussi présente et aussi importante que la mienne, mais la mienne aussi importante que la leur. Voilà. Un peu comme Luther avait réagi contre la luxure et le relâchement de l'Italie méditerranéenne. Mais après un siècle de réaction contre l'absolutisme de la morale kantienne, nous nous retrouvons plongés dans une vague de sensualisme et d'immoralité, d'individualisme féroce que ne tempère ni la conscience démocratique, ni le sentiment aristocratique de l'honneur. Peut-être bientôt verrons-nous venir le jour où une civilisation qui se désagrège accueillera de nouveau l'appel au devoir lancé par Kant. Et je pense que c'est ce qui s'est fait. Voilà, la répercussion, là, il écrivait ça dans les années 30. Malheureusement, peut-être les excès des années 20-30 entre la Première Guerre et jusqu'à l'arrivée des dictatures a mis un excès qui a favorisé l'apparition des dictatures. Malheureusement, l'humanité ne savait pas comment gérer ça autrement que par la violence. Mais ce n'était pas la première fois d'ailleurs. Je pense que dans des moments où la société va dans des excès d'obscénité, par exemple, bien souvent, un système justement radical va s'imposer pour changer cette chose-là. Alors, ça peut être la réforme justement chez les protestants ou les pires criminels qui vont utiliser ce désir de changement, ce désir de ramener de la morale pour être encore plus immoraliste, encore plus criminel, encore plus voilà, pour faire ce qu'ont fait les dictateurs dans ces années 30. Mais à la sortie de ça, le comité de la résistance, ce qui a donné les 30 glorieuses, ont eu une vision différente du peuple, ont commencé à penser en termes du bonheur du peuple, qu'est-ce qu'il avait besoin, la sécurité sociale, ci, ça, etc. Ils ont voulu faire le bien du peuple parce qu'ils ont compris que c'était une catastrophe de laisser se corrompre, tous les systèmes se corrompent, mais de laisser se corrompre un système, c'est la meilleure façon de laisser arriver les pires, quoi. Et on le voit actuellement. Le système s'est corrompu depuis ces 40 ans avec le néolibéralisme. Il fallait passer par le néolibéralisme. Il fallait qu'il y ait cette corruption. Et maintenant, comme la société ne sait pas comment ramener une sorte d'éthique correctement, à l'échelle l'Occident, à l'échelle universelle, eh ben
populistes, les violents, les racistes se sont appelés par la société. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc, voilà. Peut-être bientôt verrons-nous venir le jour où une civilisation qui se désagrège accueillera de nouveau l'appel au devoir lancé par Kant. Il a écrit ça dans les années 30. Il devait voir, il était en Europe je crois, il devait voir ce qui se passait déjà au niveau des nazis et des trucs. Et comme ils sont venus avec cette idée, avec bien camouflée derrière une morale, peut-être une nouvelle façon de faire de la politique, soi-disant. Voilà, ils ont pu s'imposer, leurrer leur peuple, leurrer les peuples et fabriquer cette usine à crime qu'ils ont fait pendant 4 ans, 5 ans, un peu plus, voilà, pendant une dizaine d'années, jusqu'à ce que l'ensemble de l'humanité, comme sur un corps humain, quand il y a une épine qui pénètre à un endroit et qui envenime l'endroit, l'ensemble du corps converge dans ce coin pour expulser le côté négatif. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'ensemble humain a réuni ses forces et a terrassé cette monstruosité. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, la conscience humaine n'est pas encore apte à comprendre que seule l'éthique peut éviter le populisme, la violence, ce qui est en train de se passer. Voilà. Les nouveaux chefs d'État que la réaction, que le sentiment d'injustice appelle à travers, que le peuple appelle, tout en sachant que c'est pas le mieux, mais comme ils en ont marre, ben ils disent voilà, on va faire venir, voilà. Et tout ça, c'est la faute de ceux qui ne veulent pas bouger, qui sont les chefs d'État classiques que l'humanité, pour lesquels l'humanité voterait, c'est-à-dire des chefs d'État plutôt centraux, plutôt pas excessifs, etc., compréhensifs, sensibles, etc., etc. Et bien, malheureusement, ces chefs d'État qui sont, pour lesquels les peuples veulent voter, se comportent pas comme il le faut pour soigner vraiment leur peuple, pour faire tomber les obscénités, ce qui nous est insupportable, de savoir que 300 000 ou 500 000 personnes, êtres humains, dorment dans la rue, n'ont pas de toit, sont à la merci de la violence et des trucs. C'est que tout simplement c'est complètement insupportable, insupportable pour. Alors on n'y pense pas, on est obligé de vivre avec la mauvaise foi. On fait ce qu'on peut, certains vont s'engager, etc. D'autres vont critiquer, comme je le fais. Mais on est démunis derrière ça, mais on est révolté par le fait que ces dominants continuent à avancer comme si rien n'était, à rire comme ça, et sans prendre la mesure de cette obscénité terrible, quoi. Voilà, par exemple, celle-ci, cette obscénité, ou le fait qu'on abandonne ce que on appelle les cas sociaux, que personne s'en occupe, que personne s'occupe des enfants qui sont abusés. Voilà, à l'heure actuelle, il y a des dizaines de milliers d'enfants qui sont abusés dans leur famille. Eh bien, on n'a pas encore pris conscience que c'est dès l'enfance qu'il faut mettre, dès l'école, qu'il faut mettre des psychologues, voilà, des infirmières spécialisées pour détecter les maltraitances, etc. Et pouvoir aller voir les familles et puis les aider à sortir de ces choses qui sont criminogènes au possible. Et bien, tout ça, ça passe à côté de leur esprit. Et quand on leur écrit, ils ne vous répondent pas. Et ça, c'est encore pire, quoi. Voilà, ils vous disent même pas, ben, peut-être vous avez raison. Donc, c'est scandaleux, c'est révoltant, voilà. Et donc, le monde, là, appelle des extrêmes parce qu'ils en ont marre, voilà.
Je vais arrêter là mon commentaire. À très bientôt.